Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Hello à toutes et à tous et heureux de vous retrouver sur un nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Aujourd'hui, je suis ravi d'être invité par Alexis Bouvet, cofondateur de Gross Hiring. Alors, je m'excuse pour mon accent anglais qui est un peu mauvais, mais bon bref. Il va nous expliquer ce qui est Gross Hiring et ce que fait Gross Hiring sur On n'a jamais fait comme ça. Donc, à son domicile. On est à son domicile à Bagnolet. Merci de m'accueillir chez toi dans un superbe cadre avec un jardin luxuriant en plus. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ouais, très très bien. En tout cas, Alexis, avant toute chose, est-ce que tu peux traditionnellement te présenter, nous raconter un peu ton histoire, ton parcours, et puis ce que tu faisais donc avant Gross Hiring, et puis pourquoi Gross Hiring ? Ouais, avec grand plaisir. Déjà, grand plaisir d'être ici. Trop bien, et merci pour l'invitation sur le podcast. Et du coup, pour me présenter rapidement, moi c'est Alexis Bouvet, j'ai 25 ans, ouais, et j'ai été étudiant à Reims. J'ai fait une école de commerce, Neoma 2 ans, et après je suis parti à Madrid. D'accord. Et c'est à Madrid que j'ai commencé à entreprendre. J'avais une vingtaine d'années, j'étais encore en école, et en fait, on avait école seulement le matin, et toute l'après-midi, si tu veux, on avait du temps libre. Du coup, avec un ami, on s'est dit, on va tu vas visiter l'Espagne. Voilà, on va visiter l'Espagne et en passant du coup de ville en ville, aussi créer notre boîte. Et on savait pas trop exactement ce qu'on voulait faire. Ouais, est-ce que t'es pas recruteur ou RH à l'origine en fait ? Je suis pas recruteur, je suis pas RH. Même, tu vois, j'étais étudiant, je savais pas du tout ce que je voulais et on apprenait le marketing à ce moment-là. Et on s'est dit, autant appliquer ce qu'on apprend, mais de manière très concrète, pas les cours théoriques. On va dans le concret, on va aller aider les restaurants à créer des sites internet pour qu'ils soient plus visibles. Ok. Donc au début, on faisait ça, on faisait du porte-à-porte, on regardait du coup les restaurants qu'on aimait bien, on leur créait des sites internet, ça marchait plutôt bien. Facile de trouver des clients parce que tu peux vérifier très vite s'ils ont un site. Exactement. Ou pas, et s'ils en ont un, s'il est pourri ou pas, donc c'est assez rapide. C'est ça, tu regardes, tu vas chez eux, puis même, tu vois, tu prends un verre, tu vas dîner, puis après tu leur parles, tu t'appelles à discuter, tu dis, mais d'ailleurs, c'est bizarre, vous êtes pas visible sur internet, est-ce que vous savez, voilà, c'est important. Malin. On a commencé à faire ça comme ça a plutôt bien marché pendant 1 an. Et 1 an après vient le moment où on se pose la question de est-ce que je dois faire un master, est-ce que je dois continuer mes études, est-ce que je fais un master en entrepreneuriat parce que c'est vraiment ça que je veux faire, mais est-ce que je veux vraiment apprendre des choses ou est-ce que je dois plutôt capitaliser sur la boîte que j'ai créée et y aller à 200%. Bon, j'ai fait le choix du coup qui a pas plu forcément à tout le monde. Tout le monde était contre ce choix-là, mais je me suis lancé à 100% du coup dans ma boîte et je regrette rien du tout, à l'inverse, je suis super content. Et on a monté cette boîte jusqu'à 3 ans. Donc, on a fait ça pendant 3 ans. On était 5-6 personnes. On faisait des sites internet, du coup, du SEO, des campagnes pub et aussi du gros hacking, en fait, pour des entreprises. Et c'est là où je suis un peu tombé amoureux du métier du growth hacking. Donc, pour le traduire, du coup, en français, c'est un peu le pirate, le hack de la croissance. Et c'est de trouver plein de leviers commerciaux au marketing qui nécessitent peu de ressources et qui ont généré beaucoup d'impact. Donc typiquement, dans le cadre de cette entreprise, j'étais le seul commercial et il fallait ramener de la visibilité, de nouveaux clients et je pouvais pas me démultiplier. Donc j'ai essayé de trouver des leviers pour trouver des numéros de téléphone plus rapidement, trouver les bons contacts plus rapidement, contacter les gens plus rapidement et en fait c'est retrouver en fait à faire si tu veux, moi mon efficacité, ma force de frappe, j'arrivais à faire le travail de 4-5 commerciaux, tu vois, tout seul, tu vois. Okay. En termes de nombre de rendez-vous pris, etc., ça allait super vite. Et au final, cette boîte, c'était une super expérience en termes entrepreneurial pour le début. Et au fur et à mesure, je m'étais
désaligner de la vision de mes associés. Moi, je voulais un truc qui était un peu plus grand, ou faire autre chose que seulement de la vente et aller sur d'autres secteurs. Et à ce moment-là, j'ai repris contact avec Hugo, qui est un ami d'enfance de lycée, qui était lui aussi dans le milieu du RH, lui du milieu du RH, et qui était aussi avec Marie-Lou chez Miro. Donc là, il y a des petits schémas mentaux qu'il faut créer dans la tête parce qu'il y a un petit organigramme. Mais du coup, Marie-Lou et Hugo, ils ont travaillé ensemble chez Miro, donc une start-up. Ils étaient tous les deux dans le pôle growth hacking, en gros, dans le pôle croissance, comment générer la croissance pour l'entreprise. Et ils se sont tous les deux rendus compte que en fait, les recruteurs n'avaient pas forcément ces leviers-là. D'accord. Et ils ont aidé des recruteurs justement à utiliser ces méthodes commerciales et marketing pour aller trouver plus de candidats. Ok. Et du coup, ils m'ont parlé de ce projet-là, je suis tombé amoureux du truc, on s'est dit, voilà, il faut absolument qu'on se lance et qu'on véhicule justement ces méthodes-là, parce que aux États-Unis, au UK, il y avait quelques personnes qui en parlaient, mais il y a encore très peu, et en tout cas, il n'y avait pas beaucoup de parallèles. Et nous, voilà, on voulait vraiment implémenter et implanter une communauté dans le monde du recrutement pour expliquer comment fonctionne justement le gros hacking appliqué au monde du recrutement. Ok, donc tu as découvert ce monde du recrutement. Maintenant, ça fait combien d'années que tu es dans cette activité ? Là, ça fait depuis mars 2022. Ok. Donc ça fait à peu près 1 an et demi, ouais. Ok. C'est quoi pour toi un recruteur aujourd'hui ? Un recruteur aujourd'hui, pour moi, déjà, c'est une personne qui fait un taf incroyable. Parce que moi, je connaissais pas plus que ça le recrutement. J'ai recruté du coup pour mes anciennes entreprises. C'est le mec pas sympa, qui répond pas aux candidats, qui dit toujours non. Enfin, c'est pas cool, quoi. On pourrait le visualiser comme ça. Moi, je le vois plus aujourd'hui justement comme une personne qui a pas forcément les bons outils, les bonnes méthodes, qui essaye de se débrouiller comme elle peut, en fait, pour aller trouver les candidats qui ont pas forcément, elle a pas forcément les bons leviers, tu vois, pour les accueillir comme il faut. Elle fait beaucoup de tâches qui sont chronophages à cette personne-là, et elle se concentre peu sur des tâches à haute valeur ajoutée, comme rencontrer les candidats, passer du temps avec eux, les accompagner. Et du coup, moi, c'est un peu comme ça que je vois le recruteur aujourd'hui. C'est une personne aussi qui peut se retrouver un peu démotivée justement de ce manque de moyens pour sa profession, parce que souvent c'est une fonction entre guillemets support, elle n'est pas forcément business, en tout cas vue comme business. Moi je crois beaucoup que le recrutement et le recruteur doit être une personne, en tout cas un investissement business, parce que c'est la croissance d'une entreprise, ou c'est même l'essence même du business. Par exemple pour des cabinets de recrutement, c'est leur chiffre d'affaires, quoi. Et du coup, voilà un peu comment je le vois, le recruteur, un peu en détresse, mais aussi une volonté d'aider et ultra bienveillante. Donc voilà, faut la mettre bien dans les meilleures conditions. Ok. Et donc tu as créé une entreprise avec tes 2 associés, c'est ça ? Exactement. Ouais. Ok. Donc il s'appelle Gross Hiring. Oui. Et qui fait du Gross Hiring. Donc vous n'êtes pas trop foulé sur le nom, mais au moins c'est clair. Exactement. On sait ce que vous faites. Mais c'est malin. J'aurais dû créer une boîte qui s'appelle Marque Employeur. Je sais même pas si c'est déposé. C'est en fait. plus simple. Comme ça, moi, tu sais directement les gens savent. Et est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qu'est le Gross Hiring ? Parce que c'est un mot anglais, anglo-saxon. Concrètement, je suis recruteur en cabinet, je suis recruteur dans une entreprise. C'est quoi et en quoi Gross Hiring peut m'aider ? Clairement. Pour parler concret, déjà pour prendre un peu de hauteur, juste le Gross Hiring, c'est vraiment c'est toutes les techniques commerciales et marketing qu'on va appliquer dans le monde du recrutement. En fait, le Gross Hacking du coup de la startup est né il y a à peu près 10-15 ans. Et nous, c'est la même chose, on veut créer un nouveau métier, une nouvelle discipline dans le monde du recrutement, un mouvement. Et c'est d'où la communauté, avec les 3000 personnes qui sont dedans. On veut vraiment avoir un énorme effet où ça nous dépasse. Et ce qu'on voit, même quand on tape Gross Hiring, vous pouvez taper Gross Hiring sur Internet, je pense que tu as après 3-4 pages d'articles de blog de personnes qui parlent justement de ces méthodes, du mouvement, du concept. Tu as aussi un livre blanc qui est sorti du coup de Welcome to the Jungle de 60 pages. Sur le Gross Hiring. Sur le Gross Hiring. Que vous avez écrit ou c'est eux ? Non, c'est eux. Et c'est ça qui est trop bien. Et ça que je mettrai en lien dans la description. Ouais. Avec plaisir. Et moi, ce que je trouve ça trop bien, c'est que le mouvement nous dépasse. On voit des fiches de poste, recherche, expert Gross Hiring. Voilà, c'est vraiment quelque chose on veut que ça nous dépasse, comme le Gross Hacking, comme discipline. Et concrètement, dans le métier du recruteur, comment le Gross Hacking, le Gross Hiring, du coup maintenant, peut aider le recruteur. À savoir, le Gross Hacking comprend 6 composantes de base. Ok. Qui est tiré du funnel R. Donc le funnel R, c'est 3 A et 3 R.
Donc c'est un funnel, un peu un entonnoir, Ok. en gros. Et les 3 premiers A, c'est A de awareness, activation et acquisition. Donc c'est comment on va aller chercher du coup des clients. Là, on peut faire le parallèle avec le recrutement. Comment on va aller chercher des candidats. Awareness, ça va être par exemple marque employeur, tu connais très bien. Ok. Acquisition, comment tu vas faire en sorte que les candidats viennent par exemple sur ton site internet. Ok, c'est ton site carrière, par exemple. Sur ton site carrière, par exemple. Activation, comment tu vas faire en sorte que la personne postule. Oui, donc le taux de transfo, qui est un vrai sujet pour moi, c'est parce que des sites carrières qui sont très jolis, c'est chouette, mais entre le nombre de visiteurs et le nombre de gens qui vont cliquer sur le bouton postuler, ça c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Exactement. Ouais. Donc quels sont les leviers que tu vas pouvoir mettre en place? Peut-être positionner le bouton autrement, peut-être faire des campagnes publicitaires aussi. Ça peut marcher des ads pour promouvoir des posts. Et là, je parle essentiellement de inbound, donc effectivement d'entrant, Oui. mais il y a aussi ce levier-là sur la partie outbound, donc sortant, et lorsqu'on va aller chasser des candidats. Donc pareil, comment on va aller identifier les bons candidats, donc sur différents leviers. Par exemple, on a LinkedIn que tout le monde utilise. Souvent, on ne fait pas des bonnes requêtes booléennes, donc là, on va parler un peu plus concret, mais les requêtes booléennes, typiquement, soit sont trop larges, et du coup, on a trop de personnes, si tu veux, et du coup, on perd beaucoup de temps, ou à l'inverse, elles sont trop fines. Du coup, on se crame quelques opportunités et des candidats qui pourraient être intéressants. Aussi, on a LinkedIn qui est un bon levier, mais il y a aussi d'autres plateformes. Il y a Google avec des recherches X-Ray, on peut aller chercher des profils tech sur GitHub par exemple, des indépendants sur Malte, on peut aller sur des communautés Slack, sur des communautés Facebook. En fait, il y a plein d'endroits où on peut aller s'amuser pour aller trouver des candidats cachés, recouper la donnée aussi pour avoir plus d'informations avec du LinkedIn. Donc ça, pareil, nous, on a développé des petits outils qui permettent, si je mets prénom-nom, de retrouver directement le LinkedIn automatiquement et de pas se casser la tête. Et du coup, d'identifier des candidats aussi qui sont peu sollicités. Et une fois qu'on a du coup identifié ces candidats, c'est comment on va du coup les adresser avec une approche différenciante. Aujourd'hui, ce qu'on voit souvent, et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent ont forcément reçu des messages LinkedIn automatisés, pas bien faits, templatés, et du coup on a l'impression que 80% ou 90% des messages qu'on reçoit sont automatisés et sont pas beaux. Par contre, c'est en fait des personnes qui ont utilisé des outils d'automatisation mais qui savent pas forcément s'en servir. Ok. Qui n'ont pas la bonne approche, qui vont mettre des messages très longs, très impersonnels, avec des emojis, avec des choses, avec beaucoup d'émojis, etc., avec une tournure de phrases très corporate, alors qu'aujourd'hui, moi, je suis convaincu que la bonne approche pour aller trouver un candidat, c'est de créer de la relation, que ce soit relationnel, pas transactionnel, des messages courts. La messagerie LinkedIn, c'est un peu un chat, donc on pourrait envoyer 2-3 messages. C'est pas la plus fun, hein, mais c'est pas la plus fun, et c'est comment on arrive justement à se différencier, à mettre peut-être des messages vocaux, à mettre de la vidéo pour présenter sa fiche de poste et pas seulement un lien qui redirige vers un site carrière. Comment on arrive à mettre de l'image, peut-être des gifs pour relancer aussi les candidats. Ouais. Et toutes ces choses-là aujourd'hui sont pas du tout mises en place. Et donc là, c'est un peu le haut du funnel. Ok, d'accord. Donc, et tu nous as parlé des R de art. Exactement. Et du coup, les R, si tu veux, du bas de funnel, ça va être toute la partie rétention, revenu et referral. Donc là, c'est plus, on va dire, par la suite, une fois que la personne et le candidat est dans l'entreprise, comment on fait en sorte que on arrive à le retenir dans l'entreprise, qu'il soit bien, qu'il soit dans les bonnes conditions et qu'il reste. Comment on arrive à faire en sorte qu'il crée du revenu aussi pour l'entreprise, de lui donner le plein potentiel pour aller justement développer ses compétences, maximiser sa productivité au service de l'entreprise. Et finalement, le référal, comment faire en sorte que il recommande l'entreprise et qu'on arrive à générer de la cooptation. Concrètement. D'accord. Et là, c'est le funnel complet. Funnel complet. Donc le funnel les A pour, on va dire, l'acquisition, et le R, on va dire, pour la rétention, et le cercle vertueux. Ok. Comment avoir cette mentalité quand on est recruteur? C'est intéressant parce que il y a des recruteurs qui sont on parlera de la communauté, mais tu as plus de 3000 personnes dans votre communauté, qui est gratuite d'ailleurs, je crois. Exactement. Mais on y reviendra tout à l'heure. Mais il y a beaucoup plus que 3000 recruteurs en France. Comment faire quand on est recruteur pour avoir cette mentalité de se dire ok, je vais passer de mon recrutement un petit peu à l'ancienne, où bien sûr je passe mes annonces qui ont toujours leur place, d'ailleurs, si elles sont un peu travaillées, elles ont toujours leur place, à mon sourcing avec LinkedIn, alors des fois en achetant des licences en plus qui coûtent un peu d'argent quand même. Oui, c'est cher. Très clair. Et comment penser à cette mentalité un peu plus hacker
sans être dans l'illégalité, parce que c'est pas illégal ce que Non. vous faites. Comment avoir ce mindset qui change en fait? Qu'est-ce que tu proposerais à un recruteur que tu croises et qui te dit ouais mais c'est pas pour moi en fait quoi. On n'a jamais fait comme ça. Ouais, clairement. Mais tu as totalement raison. Et avant, effectivement, de mettre en place des actions très concrètes, etc., Alors, je c'est pense que vraiment. c'est pas que des outils. Alors, les outils, on peut en parler, mais je pense qu'il y a autre chose avant. Ouais, il y a clairement les outils et partie prenante, effectivement, de tout ça. Mais c'est avant tout, comme tu l'as dit, un état d'esprit. Première chose à voir, c'est effectivement l'état d'esprit. On peut prendre un parallèle. En gros, lorsque vous avez une plante, par exemple, à faire pousser, bah, vous allez mettre de l'eau, naturellement. Voilà, on l'arrose 2-3 fois par semaine et c'est la méthode un peu traditionnelle. Un gros hacker, lui, il va se dire « Ok, moi j'ai envie que ma plante, elle pousse plus vite. Comment je vais faire? Quels sont les leviers que je vais pouvoir activer? Bah, peut-être que je vais mettre de l'engrais. Peut-être que je vais la mettre au soleil. Peut-être que je vais mettre un système d'irrigation pour que en fait, j'ai pas à l'arroser 2-3 fois par semaine, mais que ce soit automatisé. Peut-être que je vais mettre, je sais pas, de la chanson, lui parler. On dit souvent que lorsqu'on parle aux plantes, ça permet de les faire grandir. Mais voilà, c'est d'avoir vraiment cet esprit d'expérimentation, de tester des choses, d'analyser. Donc effectivement, est-ce que je l'ai mise au soleil? Est-ce que la semaine d'après, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus verte? Est-ce qu'elle a grandi un peu plus? Et du coup, avoir vraiment ce côté analytique des actions, et en fonction de ça, de voir si ces actions sont pertinentes et si on continue à aller sur ces actions-là, ou à l'inverse, si on pivote et qu'on va chercher d'autres expérimentations qui pourraient être un peu plus intéressantes. Concrètement, dans le métier du recruteur, imaginons qu'on prenne les messages d'approche, je sais que c'est un vrai enjeu quand même aujourd'hui. C'est un bon sujet, les messages d'approche. Un message d'approche, la plupart du temps, aujourd'hui, on a notre template, on personnalise peut-être le prénom un petit peu en fonction du profil, et tous les recruteurs utilisent ce même template pour tout type de profil, vont aller chercher vont pas aller chercher justement différentes formulations, et du coup, vont se cantonner à ça. Donc ça, personnaliser son message d'approche à chaque profil pour l'avoir fait. Et ça prend du temps. Voilà, c'est très chouette à faire. Franchement, c'est même intéressant parce qu'on est obligé de se poser sur le profil, s'intéresser encore plus aux candidats cibles que l'on vise. Par contre, c'est ultra chronophage. Alors quand tu m'as dit que le gros hiring, justement, l'idée, c'était de gagner du temps pour consacrer son temps à des tâches à plus haute valeur ajoutée. Donc, c'est là où j'ai besoin de comprendre là où tu veux aller en fait. Ouais, clairement. Du coup, première chose, si effectivement on prend les messages traditionnels et du coup qu'on essaye d'en faire des variantes. Donc tu vois, on va dans l'esprit de test, on va tester un message A, un message B, on va voir si le message A convertit mieux. S'il convertit mieux, on va essayer un message A1 ou A2, donc des variantes, et voir celui qui fait le plus de taux de réponse et de résultats. Donc il faut tester et mesurer aussi. Exactement, tester et mesurer. Donc ça, c'est une première si vous voulez, état d'esprit. Deuxième chose aussi, il y a l'état d'esprit d'automatisation, comment on fait en sorte pour gagner du temps justement sur ces messages d'approche. Et donc là, à ce niveau-là, on va utiliser des outils. Donc il y en a plein qui existent, je peux les citer, hein. On a Leonard, Neostaff, Lemlist, La Grosse Machine ou Alaxi par exemple, c'est les 5 en vrai. C'est un peu le quintuor des outils d'automatisation pour aller pour prendre contact avec les candidats de manière automatisée. Donc ça, vous les utilisez, vous les recommandez à votre communauté? Exactement. C'est pas des outils RH à la base? Non, mais la plupart sont pas des outils RH. Il y en a 2 que j'ai cités qui sont des outils RH. Il y en a quelques-uns qui arrivent. Et il y en a certains effectivement qui sont commerciaux et qui voient un énorme marché sur la partie RH parce qu'il y a quelques recruteurs qui les utilisent. Comme Sales Navigator, d'ailleurs, j'en parle rapidement, une petite parenthèse, mais sur LinkedIn, on a tous recruteur light, etc. Mais Sales Navigator, pour moi, est incroyable. Je l'utilise. Hein. Tu l'utilises, voilà. J'utilise Sales Navigator depuis super longtemps. Pour j'étais en recrutement, et bien avant la licence LinkedIn recruteur, light ou pas light d'ailleurs. Exactement. Et après, c'est intéressant ce sujet, vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi. Mais du coup, pourquoi tu recommandes Sales Navigator? Ça, c'est intéressant. Ouais, Sales Navigator, je recommande à toute personne qui n'a pas encore pris de licence LinkedIn d'aller chercher du Sales Navigator avant d'aller prendre du recruteur et payer un bras. Et si vous êtes déjà sur recruteur, réfléchissez parce que souvent c'est des engagements d'1 an ou 2 ans. Du coup, tu es un peu bloqué. Du coup, réfléchissez à une solution lorsque la date d'échéance arrive. Mais du coup, voilà, ces outils-là, il y a plein d'outils en fait qui peuvent être détournés pour du recrutement et qui sont très très efficaces, dont des outils de prise de contact. Et ces outils de prise de contact, on va aller identifier, imaginons 100 personnes. En fait, sur ces 100 personnes, on a différents tiers. Moi, j'appelle ça des tiers. Donc, on a tiers 1, tiers 2, tiers 3. Le tiers 1, c'est de l'ultra personnalisation. Donc, on va avoir peut-être 10 profils
qui vont être super pertinents avec une recherche ultra précise, donc un échantillon très fin. Et du coup, ceux-là, on va les contacter de manière ultra personnalisée. Peut-être manuellement même. Okay. Parce que du coup, ils sont très... si tu veux, c'est des pépites. C'est des profils très rares. Ensuite, on va faire peut-être une autre recherche. On va voir du coup 60 personnes qui font partie d'un critère commun. Imaginons qu'on prenne les profils IT, donc un profil IT dans la tech, qui a fait Epita, qui est à Paris et qui fait partie d'un groupe ou d'une communauté de tech, par exemple de dev. Et ben, on a 60 personnes qui font partie de tous ces critères-là, donc on va pouvoir utiliser un message d'approche qui va être personnalisé au niveau de ce segment-là de ces 60 personnes et qui va parler à ces 60 personnes. Bien sûr, on personnalise le prénom, avec ces outils on peut mettre des variables, mais ça nous permet d'avoir un message qui s'adresse à 60 personnes et qui fait personnaliser. Et finalement, on a du coup un segment qui peut être plus large, donc les 40 autres ou les 30 autres du coup sur notre calcul de 100 ou aller sur une recherche un peu plus large encore, qui est notre tier 3. Donc là, on va aller un peu moins dans de la personnalisation. On va aller peut-être faire du volume, et moi je recommande pas de faire du volume, mais ça dépend aussi des profils et aussi des niveaux de qualification et des postes qu'on va aller chercher. Et du coup d'aller automatiser par exemple la prise de contact, peut-être le premier message, pour déjà aussi étendre son réseau, pour étendre son vivier, c'est aussi une possibilité. Et grâce à tous ces leviers-là, avec de l'automatisation et des scénarios, on va pouvoir automatiser aussi le message 2, donc de la relance, du message 3, trouver peut-être l'email si la personne ne nous a pas répondu, envoyer un email, ça marche bien pour les devs, parce qu'ils sont très très sollicités sur LinkedIn, du coup passer par un levier mail, ça marche plutôt bien. Si vous avez LinkedIn recruteur, vous n'avez peut-être pas de réponse, et du coup vous allez avoir de l'email disponible. Donc utiliser l'email en dernier recours, parce que lorsqu'on utilise l'email en premier recours, et ben en fait on crée directement un côté transactionnel en disant voilà, moi je t'envoie un message intéressé, on n'est pas en contact. On n'est pas en contact. Ça se voit tout de suite. Hein. Ça se voit direct. Moi j'ai l'impression que c'est un peu le spam, tu vois, dans notre messagerie. T'es pas fan de l'email en premier moi jet, quoi. Je suis peu fan. Par contre, c'est effectivement, t'as raison. Et quand t'es pas en contact sur LinkedIn, tu vas faire comment? C'est ça. En gros, tu crées la relation directement, tu vois, avec de l'ajout. Donc tu vas ajouter. Après, tu as un taux d'acceptation. Donc les gens vont pas forcément t'ajouter. Ouais. Et aussi, tu as un délai. Donc tu as un tôt d'acceptation qui tourne entre 30 et 50%. Et tu as un délai qui peut être de 2, 3, 4 jours. Ouais. Donc c'est ça où tu vois, il y a le côté un peu où il faut réfléchir. Ah, du coup, effectivement, l'email est bien parce qu'il est efficace et direct et rapide. Par contre, il crée moins la relation. Donc, tu personnalises le message d'invitation parce que quand tu es développeur, tu peux prendre cet exemple, et si c'est une invitation d'un recruteur, le dev, il est pas idiot. Ouais. Il se doute bien du pourquoi. Donc, parce que on entend tout, là. On entend des fois des enquêtes qui nous disent non, surtout, mettez rien, faites juste une invite, vous aurez un taux meilleur que si vous personnalisez l'invite, ce qui est un peu contre-intuitif à la base. Mais en même temps, si on le fait, voilà, quand on est recruteur, on sait pourquoi on est là, quoi. Enfin, je veux dire, comme moi, quand je suis dirigeant d'entreprise, je vois des profils sales. Bon, voilà, je sais si j'accepte, je sais ce qui va m'arriver. Je vais avoir un message en proposant un rendez-vous dans 2 jours, parce que je fais rien dans 2 jours, etc. Bon, bref, mais qu'est-ce que tu préconises aussi là-dessus? Ouais, c'est vrai qu'il y a eu 2 écoles. T'as raison, tu vois, il y avait une étude de Waalaxy, donc c'est un outil d'automatisation, qui a vu plein justement de messages partir. Et qui a fait une étude qui disait que ne pas mettre de notes, c'était mieux que de mettre une note, parce que tu avais plus de chances d'être accepté, parce que dès qu'il y a une note, ça fait un peu intéresser. Donc ça, c'était vrai, on va dire, il y a à peu près 1 an. Et là, moi, j'ai un groupe avec énormément de growth, notamment ces outils d'automatisation, et qui sont vraiment skin in the game dans ces sujets, et qui peuvent avoir beaucoup de stats, et du coup, qui nous ont dit que clairement, aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Vaut mieux avoir une note bien personnalisée, en tout cas avec un bon icebreaker. Okay. Si dans votre note, il n'y a pas une personnalisation intéressante, ou il n'y a pas quelque chose qui va être catchy et qui va donner envie d'accepter l'invitation, vaut mieux pas mettre de note. Par contre, si vous avez quelque chose d'intéressant à mettre, et si vous pouvez le mettre, faites-le, parce que ce sera toujours bénéfique. Si vous voulez vous risquer, vous mouiller, mettez pas de note. Par contre, si vous voulez faire le petit plus et que ça convertisse, peut-être avoir la chance que ça convertisse plus, mettez une note. Intéressant. Je reviens sur LinkedIn Sales Navigator au recruteur. Tu as conseillé LinkedIn Sales Navigator, mais tu n'as pas expliqué pourquoi. Est-ce que tu peux revenir sur ce sujet? Pourquoi tu recommandes Sales Navigator plus que l'autre licence? Ouais, il y a plusieurs raisons. La première, financière. Déjà, c'est beaucoup moins cher que recruteur. Argument intéressant. Ouais, argument très intéressant, surtout quand on commence à avoir beaucoup de licences.
recruteur, recruteur light ou corpo ou RPS pour les cabinets. Il y a aussi toute la partie client. Moi, je trouve ça très bien, tu vois, d'avoir... en gros, nous, on aime bien le système de ABM et ABR. Donc, je vais les expliquer. ABM, c'est Account Based Marketing. Ouais. Donc, dans le marketing, c'est se dire, je vais envie de travailler avec 50 entreprises. Je vais les cibler, les identifier avec peut-être des caractéristiques de taille d'entreprise, de nombre de personnes, de secteur, et aussi des signaux d'intention. Ça, c'est encore mieux. Est-ce qu'ils ont fait une levée de fonds? Est-ce que, je dis n'importe quoi, ils viennent de recruter 10 personnes, donc ils sont en pleine croissance, etc., etc. J'ai ces 50 entreprises, et du coup, sur ces 50 entreprises, je vais vouloir aller chercher les dirigeants. Oui. Donc, dans Sales Navigator, on va pouvoir mettre des listes de comptes, donc créer des listes comme ça, aller chercher du coup les décisionnaires, enrichir les informations, et puis après les contacter. Et dans le recrutement, nous, on pense que il y a aussi ce levier-là qui peut être super intéressant à faire, donc d'aller chercher du coup une liste de 50 entreprises qui sont peut-être concurrentes si je suis un cabinet à mon client, et ou dans un secteur spécifique, ou qui ont fait du coup des entreprises qui m'intéressent, et du coup aller chasser dans ces entreprises-là directement. Et d'avoir du coup cette liste-là à portée de main et qu'on peut utiliser de manière récurrente ou qu'on peut partager entre recruteurs. Ok, intéressant. Il y a aussi des filtres, il y en a un que j'aime bien aussi qui est à changer de poste il y a 90 jours. Ouais. Donc ça veut dire que cette personne est potentiellement encore en période d'essai. Donc préavis très court. Voilà, préavis très court. Pour peu que ce se passe pas forcément bien, ça se peut, bien, ou que la marque employeur a été un peu pipeau. Exactement. Ça arrive de temps en temps. Ça arrive souvent, ça. C'est mon sujet de combat de tous les jours. Arrêtez de faire des communications marque employeur si vous n'avez pas travaillé votre VP, votre culture d'entreprise, votre VP. C'est un autre sujet, mais on peut revenir là-dessus. Bref. Et oui, effectivement, tu vois, s'il y a une asymétrie d'information entre ce que a vendu l'entreprise et au final ce qu'il y a réellement à l'intérieur, les gens sont peut-être pas forcément contents, ils ont peut-être envie de changer. Ouais. Et c'est aussi le bon moment pour aller les cueillir et puis leur apporter des solutions, quoi. Et donc celui-là, je l'aime bien. Il y a quoi d'autre comme il y a aussi toute la partie à suivre votre entreprise. Je crois qu'on l'a aussi sur Light. Ouais. Mais voilà, il y a des fils qui sont intéressants. Et moi, ce que j'aime surtout bien, c'est effectivement le double enjeu, c'est se dire, il y a les candidats d'un côté et puis aussi toute la partie client qu'on peut faire avec ce même outil. Ok. Tu connais Jarvis? Ouais. Ah, tu connais Johan de Jarvis. Ouais, j'ai découvert Jarvis il y a pas très très longtemps et je mettrai un lien vers Jarvis. Je suis pas actionnaire de Jarvis, donc je peux en parler tranquille. Et mais franchement, j'ai trouvé l'outil assez malin qui permet dans ton interface de pouvoir tracer tes mails, tes messages LinkedIn dans la messagerie classique, tes emails dans la même interface, donc ce qui est juste génial parce que la messagerie LinkedIn n'est pas extraordinaire techniquement. Et puis secondo aussi de pouvoir comme c'est lié au profil LinkedIn, si le profil LinkedIn se met à jour automatiquement dans ton outil, il est mis à jour. Enfin, ouais. Je trouve ça assez malin. Mais tu connaissais? Ah, cool. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pensais t'apprendre un truc, c'est un peu. Prochaine fois. Okay. T'as forcément un outil que je vais voir. Après, on fait beaucoup de veille quand même sur les outils. Et Jarvis, tu vois, j'ai un rendez-vous avec Johan demain. Donc, ok. Tu vois, pour refaire une veille. Parce qu'on fait beaucoup de veille du coup sur tous les outils. On est en contact avec tous les CEO pour s'assurer des nouvelles fonctionnalités. Même pour nous, en fait, on a un rôle de conseil. Hein. On est concrètement des consultants. Et notre savoir et notre expertise, c'est quels sont les meilleurs outils, les meilleures méthodes par rapport à vous, votre situation. Et du coup, on se doit d'être à jour à chaque fois surtout. Et du coup, moi, les fonctionnalités, pour aller un peu sur des fonctionnalités dont tu as parlé, qui sont intéressantes, qui pour moi sont indispensables pour les recruteurs de demain, c'est d'automatiser justement les prises de contact, qu'elles soient personnalisées, aussi avoir du coup des relances automatisées, parce que c'est du temps qu'on prend, qu'on ne fait pas forcément ou qu'on oublie. Toute la partie enrichissement de data, comment on va enrichir les numéros de téléphone, les emails aussi, on croit beaucoup nous au téléphone, rentrer en contact par SMS, par WhatsApp, directement appeler. Ah, carrément. Avec une démarche un peu commerciale. Et en vrai de vrai, les taux de retour sont fous parce que déjà, rapidité, c'est direct. T'as un oui, t'as un non, tu décroches un entretien directement en un coup de fil. Ok. Et par contre, souvent, les freins limitants qu'on va avoir, c'est que j'ai pas le numéro de téléphone. J'ai peur de. C'est facile à trouver un 06 quand même. C'est pas facile. Pareil, il y a des outils, je peux les citer. On a Casper, on a Lusha, on a Contact Out, on a Datagma. Voilà un peu
Donc ça, Apollo c'est les aussi. outils qui sont... Alors, ils ont peut-être un coût mensuel, mais qui sont Oui, pas ils ont très des élevés, coûts. quoi. Bah, ils ont des coûts quand même Ouais. assez importants. C'est des coûts au crédit, donc c'est au numéro de téléphone, et ça varie entre 50 centimes à 1 euro à peu près Le numéro. le numéro. Ok. Sur la partie commerciale, c'est un ROI évident. Par contre, sur la partie candidat, c'est un peu plus compliqué. En fait, le sujet, c'est d'avoir bien ciblé Ouais, ta requête initiale pour avoir exactement. des candidats qui, sur le papier, en tout cas, correspondent Exactement. à ta job desk, à ton annonce, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pars du principe que le recruteur a fait justement bien ce travail de cibler, je dis n'importe quoi, mais 50 profils, mais avec qui il veut absolument échanger. Ouais. Et ça, c'est ultra important parce que c'est une clé de base pour toute la suite. Parce que dès que tu rates une étape au début du funnel, en gros, tu es impacté sur toute la suite. Et pareil, petit truc aussi en plus, je pense que c'est important d'avoir une fiche, si on va faire de la chasse sur LinkedIn ou du sourcing, avoir vraiment une fiche de début de poste, de mission, quoi, en gros, de chasse, avec les booléens que je veux absolument avoir, comment est mon candidat, quelles sont ses motivations, tu vas avoir un peu le persona qu'on voit du coup en marketing. Le persona, c'est vraiment l'image et l'identification de notre client idéal, de sa journée type pour aller acheter, etc. Et en gros, d'avoir la même chose pour la partie candidat. Donc vraiment s'imaginer notre candidat idéal pour affiner notre recherche après. Et du coup, quand on a tout ça, numéro de téléphone, c'est un peu compliqué à avoir. Effectivement, c'est payant. Nous, on développe une solution en interne pour agréger l'ensemble de ces sources et que ce soit moins cher que le marché. Donc là, c'est live depuis cette semaine. Donc voilà, c'est nouveau. Mais pour tu vois, nos clients, parce qu'ils ont beaucoup de besoins d'enrichissement pour soit client ou candidat, et du coup, d'aller chercher une solution un peu moins chère que le marché. Et surtout, le marché, et sur l'enrichissement de numéro de téléphone, on va prendre un profil un à un et les enrichir. Et là, l'idée, c'est plutôt, tu nous envoies un fichier et on enrichit tout le fichier et on fait payer au crédit, tu vois. Et on se retrouve pas à enrichir une par une les personnes parce que les outils, en gros, permettent seulement de faire ça aujourd'hui. Ok. Concrètement, toi, avec ton entreprise, tes associés, oui. Vous formez les recruteurs, vous les accompagnez, vous faites à leur place, vous faites le sourcing pour eux et eux, ils ont plus que les entretiens. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Concrètement, nous, aujourd'hui, notre business économique, à chaque fois on me pose cette question, mais c'est clairement, nous, ce qu'on a fait en fait de base pour raconter un peu l'histoire de Gross Hiring, c'est on a créé une communauté pour partager nos méthodes, pour apporter de la valeur, parce qu'on est très dans cette dynamique-là. Moi, j'ai un podcast, j'aime bien échanger, partager de la valeur. Marie-Lou, comment ton podcast ? Ça s'appelle Conseil de Growth. Et du coup, magnifique. Et j'interviewe, voilà, en vrai, si le growth hacking vous intéresse, en tout cas, cet état d'esprit. C'est pas un podcast forcément que pour les RH, là. Du coup, c'est plus large sur le growth hacking. Sur l'entrepreneuriat et le growth hacking. Et du coup, j'interviewe les meilleurs growth quand même un lien de France. Trop bien. Et si ça vous intéresse, vous pouvez y aller, c'est contenu court et actionnable. Mais voilà, nous, l'idée, c'est vraiment de partager, d'apporter de la valeur. C'est notre objectif. Marie-Lou, elle a une newsletter aussi sur le growth pour les PME. Elle a 5000 dirigeants de PME dans la newsletter où elle évangélise toutes ces méthodes. Et c'est exactement ce qu'on a voulu faire avec la communauté. Après, au fur et à mesure, du coup, il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés. On s'est rendu compte que ces personnes-là voulaient se former, monter en compétence sur ces sujets. Du coup, on a co-construit avec eux des offres. Et notamment un parcours de formation e-learning, donc 100% digital, où vous pouvez vous former et monter en compétences justement sur toutes ces nouvelles pratiques. Après, on a fait un bootcamp pour les recruteurs indépendants. Super bien, on a fait 2 sessions de bootcamp. C'était top parce que du coup, on leur apprenait du coup à monter en compétences sur le growth hacking, sur le growth hiring et aussi sur la partie entrepreneuriat, comment développer son business. Et finalement, là, on s'est rendu compte que les personnes qui avaient le plus besoin et où on avait un ROI encore plus direct, c'était les cabinets de recrutement. Aller directement à la source. Et souvent, les entreprises font appel à des cabinets et les cabinets, en gros, font appel à nous pour les faire monter en compétences sur ces sujets pour aller gagner du temps et rencontrer plus de candidats qualifiés. Donc aujourd'hui, nous, concrètement, ce qu'on vend et ce qu'on fait, c'est qu'on fait des sprints de 2 mois. On va du coup avoir une phase d'audit. On va comprendre comment fonctionne l'entreprise, faire des interviews, comprendre les outils, les méthodes, les process. Faire une deuxième phase du coup de recommandation. Recommander la bonne stack d'outils, les bonnes méthodes, nous ce qu'on pourrait mettre en place et un programme de formation et d'ateliers personnalisés. Et du coup, on a ce programme du coup de 6 ateliers sur des sujets concrets comme les plans de sourcing, identifier bien les candidats, sur d'autres canaux,
automatiser son approche, le copywriting, l'inbound recruiting, voilà, tous les sujets un peu nouveaux qui viennent. Vous venez sur le personal branding des RH? Ouais, des on le fait un petit peu. Et Ouais. tu vois, t'en parlais tout à l'heure, Ouais. une personne qui te contacte qui est un business developer, tu vois, qui est sales, tu vas potentiellement moins lui répondre ou accepter son invitation. Et du coup, le personal branding, en fait, c'est un peu le site internet de vos recruteurs. Et c'est l'image en fait de votre entreprise. Et donc il faut qu'il soit bien optimisé. On peut mettre aussi des trucs, même petits tips sur le nom et la headline de votre profil. Vous pouvez mettre, je sais pas, associé dans l'entreprise et vous avez plus de chances d'être accepté que si vous êtes recruteur, parce que du coup on a l'impression qu'il y a un côté très intéressé, si tu veux, d'un recruteur qui te contacte. Voilà, c'est des petits tips comme ça que tu peux mettre en place. Du coup on fait plein d'ateliers sur ces sujets-là et en parallèle, en fait, on a une plateforme e-learning où du coup, avant chaque atelier, ils ont toute la partie connaissances, théorique. Et lorsqu'on est en atelier, on est vraiment dans le concret, dans l'opérationnel. On veut que les recruteurs ils puissent implémenter, apprendre. C'est du blended learning. En gros, c'est de se dire, on a du contenu en amont et après, on applique tout le contenu pour que ça rentre et que ça devienne vraiment des process et des habitudes. Oui, un réflexe ensuite. C'est ça. Ok. Et après, on accompagne, tu vois, sur du long terme en tant que consultant coach. Et tu vois, pour les aider à générer de la croissance, que ce soit sur la partie candidat, que ce soit sur la partie client aussi. Ok, du coup, voilà. Intéressant. Je vais revenir sur la communauté. Tu en as parlé 2 fois. Et c'est une communauté de 3000 personnes, c'est ça? C'est ça, 3000 recruteurs. Et il faut payer combien pour en être? 0 €. Okay. Donc vous êtes trop sympa en fait, vous accueillez tout le monde. Exactement. Non, concrètement, je suis un peu sérieux, mais alors je mettrai le lien pour s'inscrire dans cette communauté, mais c'est quoi l'objectif de cette communauté? Qu'est-ce qu'on y fait? Et pourquoi vous avez créé en fait cette communauté? J'ai pas d'autre mot parce que c'est assez rare en fait. Ouais, c'est vrai que elle est sur Slack, hein, c'est ça? C'est ça exactement. Elle est sur Slack. Aujourd'hui, on a 3000 recruteurs ou personnes qui sont intéressées par le monde du recrutement. On n'accueille pas tout le monde. On filtre à chaque fois. Du coup, il y a toujours des questionnaires pour s'assurer qu'on a les bonnes personnes. Cette communauté, on l'a créée du coup au tout début. On n'avait pas d'entreprise. On avait vraiment que la communauté. Et c'était notre volonté de contacter en fait les personnes qui, selon nous, avaient un besoin, donc les recruteurs, entrer en contact avec eux et échanger au maximum, et aussi fédérer l'écosystème du recrutement pour aller chercher du coup de nouvelles méthodes, sortir un peu des méthodes traditionnelles et aller chercher du coup ces méthodes de growth en leur partageant du coup des outils, des choses qu'on a pu mettre en place, et en fait en évangélisant au maximum les pratiques. Donc nous, ça a été notre levier de, si tu veux, notre bâton pèlerin, c'est la communauté, c'est comment on va réussir à évangéliser toutes ces pratiques. Au fur et à mesure, elle a commencé à pas mal grandir, donc on l'a structurée en différents canaux pour avoir de la veille, pour avoir aussi de l'organisation dedans. Même on a des localisations, tu vois, des canaux par localisation parce qu'on commence à faire des apéros. Là, on a un apéro ce soir, mais du coup, là, c'est à l'époque où on tourne. Et c'est pas le moment où on sortira l'épisode, mais ce soir, on a un apéro et c'est trop bien avec, je pense, une centaine de personnes. Et donc, en fait, on veut fédérer cette communauté au maximum. Et le why, c'est vraiment de créer une nouvelle discipline, de créer un mouvement où du coup les gens peuvent être à jour sur toutes les méthodes et peuvent aussi s'entraider, tu vois, dans cette communauté. Ok. Et du coup aujourd'hui c'est ça, on la monitor, on a une personne qui s'appelle Rachel qui s'occupe de gérer toute la communauté, c'est la community buildeuse avec Marilou. Du coup elle gère tout ça et puis après derrière elle s'auto-alimente cette communauté, donc les gens interagissent entre eux. Partage du contenu, partage de la valeur, et nous, c'est notre kiff. Ah ouais, c'est intéressant parce que vous offrez en fait ce service quelque part. Exactement, ouais. Ok, ça c'est assez différenciant. Le temps tourne, j'ai quand même quelques petites questions. Tu as parlé aussi du mot data. Tu aimes bien la data en recrutement, je pense que c'est important pour toi. Aujourd'hui, je suis recruteur, quels indicateurs, quels KPI tu me conseillerais de suivre? Alors les indicateurs clés selon moi, c'est le nombre de personnes contactées, le taux de réponse que tu vas avoir, le nombre d'entretiens générés, le taux de no-show. Ça, on le comptabilise pas beaucoup, souvent on le mesure pas assez, et c'est le nombre de personnes qui sont pas venues aux entretiens. Et on va avoir du coup le nombre de recrutements. En gros, moi, c'est un peu les indicateurs et le funnel que je vois. Et après, donc ça, c'est sur la partie un peu A, du coup, du R. Et le R, du coup, ça sera plutôt le churn, la lifetime value, tu vois, mais plutôt de l'employé.
Tu vois, si on prend la lifetime value, du coup, pour la partie client, c'est combien de temps un client reste dans votre entreprise et en tout cas utilise les services de votre entreprise. Et là, combien de temps, du coup, reste un employé au sein de la boîte. Le taux de cooptation. Je dirais aussi les sources différentes de recrutement. Ouais. Est-ce qu'on recrute plus par des job boards, des CV Tech, plus par de la chasse, par de la cooptation? Ça se mesure. Hein. Ouais. Et mesurer aussi le coût d'acquisition. Enfin, moi, c'est un sujet. Le coût aussi, ouais. Le coût d'acquisition d'un candidat, le coût d'acquisition d'un collaborateur, d'un nouveau collaborateur. Et des fois, on a des surprises. Alors, je vais pas faire je vais pas me fâcher. Donc, je vais pas. Voilà, il y a des job boards qui ont des super ROI et d'autres qui en ont quand même beaucoup moins. Après, qui peuvent être utiles, qui peuvent être malins dans une stratégie de médias RH et de visibilité. Mais ils vont pas tous avoir le même effectivement ROI en nombre de candidatures ou en nombre de candidatures de qualité. Voilà, donc parenthèse, mais je pense que ça c'est un vrai sujet. Ouais, ça je suis entièrement d'accord avec toi. Et tu vois, on voit beaucoup de parallèles avec la partie marketing ou commerce. Et les il y a encore beaucoup de travail, parce que franchement, moi je vois beaucoup de boîtes comme toi. Mais il n'y a pas d'indicateurs. Hein. Très très peu. Il y en a peu. Ouais. Il y en a pas. Et voilà, donc après on peut pas tout mesurer dans la vie, mais je pense qu'il y a un minimum effectivement à mesurer. Et je pense que le métier de recruteur, c'est peut-être le métier le plus facile en RH où on peut mesurer des choses. Ah vraiment, ouais. Voilà. Donc, mais il faut oser y aller et puis mettre en place effectivement d'être un peu structuré. Et c'est ce que vous faites. Hein. Enfin voilà, vous accompagnez les gens aussi à se structurer aussi quelque part. Ouais, clairement, nous le but c'est effectivement de processer les choses, d'avoir une méthode claire qui soit vraiment adaptée à la boîte pour aller chercher plus de productivité. Et pour rebondir juste sur la partie indicateur, pourquoi c'est selon moi super important. On ne traque pas pour faire du micromanagement ou pour être juste derrière les employés, etc. et leur taper sur les doigts. C'est plutôt pour savoir justement quelles sont les choses qu'on peut mettre en place pour améliorer ces indicateurs. Imaginons que le mois prochain, je dis n'importe quoi, mes taux de réponse, ils ont chuté à 5%. Et ben en fait, si je le sais pas, si j'ai pas cet indicateur-là, je vais jamais pouvoir corriger ce truc-là. Voilà. Et donc, c'est comment on va améliorer le copywriting, comment on va améliorer peut-être le ciblage qui a mal été fait. Et en fait, ça nous donne des signaux pour aller chercher des actions concrètes. Ouais, c'est l'amélioration continue en fait, c'est des vieux systèmes mais qui marchent toujours en fait. Oui, totalement. Donc ok, très très clair, merci, c'est vraiment chouette. Le temps tourne, on pourra je pense en parler pendant des heures parce que tu es passionné et puis tu es vraiment un expert du sujet. J'essaierai de mettre effectivement dans la description de ce podcast pas mal de liens, ou si tu as des sujets que tu veux m'envoyer, n'hésite pas. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? C'est une bonne question. Un sujet dont tu aurais aimé parler et voilà, soit j'ai zappé ou soit j'ai peut-être pas osé le poser d'ailleurs. Ouais, un sujet, on en a parlé un peu, mais c'est vrai que je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est le sujet de la peur des outils. Tu vois, growth hiring, souvent, c'est même le growth en général, c'est très associé à des outils, alors qu'effectivement, avant, c'est un état d'esprit. Et la question, ça serait plutôt comment faire lorsqu'il y a beaucoup d'outils et qu'on ne sait pas par où commencer et qu'on a peur aussi, tu vois, de l'automatisation. Nous, on le voit beaucoup, en fait, toutes les personnes qui, avant de travailler avec nous, ont cette peur-là. Et c'est normal, parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas, tu vois, on a souvent peur de l'inconnu. Et pour nous, en fait, il faut choisir effectivement les bons outils et pas choisir trop d'outils. Trop d'outils, ça tue l'outil. Il y a l'utilisation, il faut se mettre aussi dessus, il faut bien déterminer les fonctionnalités qu'il nous faut. Et après, les outils, ça se teste. En fait, tu vois, c'est quelque chose que tu vas tester peut-être un mois avec une personne, un pilote qui va voir justement les effets, puis après le mettre à toute l'équipe. Les outils aussi, c'est des choses qu'on peut nous recommander, tu vois, où on a déjà des personnes qui ont des retours d'expérience et qui peuvent te dire, voilà, moi, ça m'a apporté ça, ça, ça. Et ça, en vrai, ça pourrait être bien de le mettre en place chez toi. Et souvent, les gens sont un peu frileux de tout ça. L'automatisation aussi, manque de personnalisation, on a peur que ça déshumanise. À l'inverse, en fait, ça nous permet de réduire des tâches où on perd du temps, en fait, de prise de contact et passer beaucoup plus de temps à accompagner les candidats, à passer des entretiens, à créer plus d'opportunités et de relations, en fait. À gérer aussi son vivier de candidats. On n'a pas parlé de ça, mais c'est un vrai sujet. C'est un énorme sujet, tu vois. Ouais. Donc, ok, extrêmement intéressant. Comme j'aime bien avoir de nouveaux invités, même si honnêtement j'en manque pas, et ça c'est plutôt chouette d'ailleurs. Merci à tous ceux ou celles qui me sollicitent pour être invités et qui ont des choses à raconter. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter. Le message est passé, c'était pas l'objectif du tout de cette question, mais bon bref, peu importe. Est-ce qu'il y aurait une personne du coup que tu verrais être invité sur ce podcast, qui soit professionnel RH
en entreprise ou offre une solution RH à d'autres, des professionnels? Je pense à Nicolas Pazetti. Ah oui, le barbu qui parle RH. Exactement. Okay. Le barbu qui parle RH et qui a aussi un podcast. Oui, tout à fait. Donc, alors j'ai prévu de l'interviewer pour sa nouvelle entreprise qui s'appelle Hawk. Très bien. Je sais pas si tu la connais. Ouais, exactement. Okay. On va en parler. On en a parlé avec Nicolas. Il fait une levée. Ouais. Il a dû t'en parler aussi du coup. Je crois. Et donc Nicolas. Et j'irai aussi chercher Louis Deslus. Oui. Le mec qui a la moustache. Le gross à la moustache. La grosse moustache même, je crois qu'il s'appelle. Ok. Donc voilà. Le gross que je ne connais pas personnellement, que je connais forcément par les réseaux. Mais je pourrais te mettre en relation avec lui. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Ouais. Écoute, super. Deux super invités. Bon, t'es podcasteur. T'écoutes des podcasts aussi? J'écoute des podcasts. Il y en a un que t'aimes bien, que t'écoutes régulièrement. Alors, qui peut être sur tout sujet. Hein. Ouais. Celui que j'aime bien, il est plus tourné entrepreneuriat du coup. D'accord. C'est Les Jeunes Branches de Scalesia. Donc c'est Benoît Dubos qui l'anime. Okay. Et vraiment, il est super top. Donc de l'actionnable, du concret, très tourné growth, market, etc. qui moi m'inspire beaucoup. Donc voilà, moi je le recommande pour des personnes qui sont entrepreneurs, qui lancent des boîtes. Voilà, c'est une pépite. Qui ont envie de réfléchir et de penser aussi un peu autrement. Exactement. Ouais. Donc oui, je l'écoute de temps en temps et franchement c'est top. Ouais, j'avoue. Donc je suis pas un régulier parce que j'écoute trop de podcasts, mais c'est vraiment chouette. Et puis si besoin, si on veut te contacter, qu'est-ce qu'on fait? On passe par la communauté, on t'écrit sur LinkedIn avec un message personnalisé, on fait quoi? Il faut absolument un message personnalisé, sinon c'est mort. LinkedIn, ouais, évidemment, je suis disponible sur LinkedIn et effectivement communauté. Alors, c'est les deux leviers, on peut rentrer en contact avec moi. Ok, un grand merci. Un grand merci Alexis pour toutes ces infos, ces tips. Ces recommandations, il y a beaucoup de contenu, beaucoup de choses que je vais mettre dans la description. Je vais passer un petit peu de temps à l'écrire, mais c'est pour la bonne cause. À bientôt. On se retrouve. On pourra pas se retrouver ce soir à l'apéro parce que je fais un autre événement à Paris, mais c'est pas grave. Franchement, je vais suivre ça et j'aimerais bien parce que j'aime bien l'apéro et j'aime bien les RH, donc forcément il y a quelque chose à faire. Ça fait bon mélange. Ok. Merci à toutes et à tous. À bientôt pour un nouvel épisode. Merci à toi. Au revoir. Et à très vite. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!